Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio, c'est excellent, votre rendez-vous du dimanche qui célèbre l'excellence française. Elle a ce talent de transformer son quotidien, ses galères en bijoux comiques que l'on fredonne encore en sortant de la salle. Laurie Perret, vous nous venez ce soir avec votre spectacle, à bientôt quelque part, que vous jouerez en représentation exceptionnelle à l'Olympia les 29 et 30 novembre avant de repartir en tournée dans toute la France. Vous vous y présentez tel que vous êtes, vraiment, et malgré les catastrophes divertissantes dont vous dites être l'unique responsable, vous allez bien, très bien, vous allez bien. Oui, je vais très bien, j'ai une très bonne mutuelle, ça aide. Et c'est excellent, bienvenue Laurie Perret. Merci. Et puisque la culture nous fait rire, elle nous interpelle aussi. Vu dans les Échos, son livre est, paraît-il, insupportable à lire, et c'est justement pour cela qu'il faut le lire. Nora Bussini, vous êtes journaliste d'investigation et vous êtes auteur du livre Choc, les nouveaux antisémites, enquête d'une infiltrée dans les rangs de l'ultra-gauche, tout juste sorti chez Albin Michel, prix Edgar Faure 2025, bravo, du livre politique, un livre courage, et ça aussi c'est excellent. Bienvenue Nora Bussini. Merci, je suis contente d'être là. Pareil. Chers auditeurs, vous êtes sur Sud Radio, bienvenue chez vous. Laurie Perret, à bientôt quelque part, c'est à l'Olympia les 29 et 30 novembre. Et au lieu de raconter, je vous propose d'écouter un peu quand même. Ok. Aïe, non, 40 ans bientôt, je vous dis, je sors trop, je bois trop, après... Ils m'ont mis de l'eau, c'est con, Après, il m'arrive un truc formidable depuis un peu plus d'1 an qui n'arrange absolument rien à mes affaires. C'est que j'ai enfin obtenu la garde alternée. Il y a des gens en garde alternée dans la salle. Ouais, regarde. Ah non, j'allais dire tu bois du coca. Non, t'as déjà défoncé ta coupe. Évidemment. Ils s'en foutent, ils en ont plus rien à branler des gosses, je te jure. C'est incroyable la garde alternée, parce que moi avant j'étais en garde exclusive, tu vois, mais ça m'a foutu dans une merde fluo, parce qu'avant j'avais un week-end sur 2 pour faire ce que j'aime faire, à savoir de la merde, alors que maintenant je le fais 1 semaine sur 2, tu vois. J'alterne entre semaine paire, semaine impaire, semaine détox, semaine de tox. Ah, je suis crevée, je sais plus si je suis Super Nanny ou Amy Winehouse. Après, les 2 sont mortes, Voilà, c'est du direct, c'est punchy. Elle a encore un petit extrait pour le plaisir, quand même, celui-là aussi. C'est vrai que je suis célibataire. Après, je suis célibataire, mais je vous rassure, j'ai quand même une libido, quoi. Déjà, comme toute meuf de 40 ans qui se respecte, j'ai un vibromasseur. Vous avez vu les meufs qui ont un vibromasseur, elles disent « Ouais, j'ai un jouet. » Non, moi, j'ai une arme de poing. C'est un taser, il est très dangereux, mais je me déclenche des crises d'épilepsie toute seule. Waouh! T'es femme fontaine, tu finis entre François. Et sinon, ça va, Laurie Perret? Écoutez, ça va super. J'ai l'impression qu'il y a 2 propositions complètement différentes. En fait, je les trouve assez liées. Voilà, je trouve que la semaine sur 2 avec le taser, c'est pas mal aussi. Exactement, ouais. Mais c'est vraiment vrai tout ça? Alors, voilà, j'aime pas trop préciser ce qui est vrai de ce qui est faux. Je vais laisser passer, faire travailler l'imaginaire. Mais en plus, ce qui est rigolo, c'est que souvent, j'interprète un texte que j'ai écrit il y a 2 ans, et du coup, il y a plein de choses qui sont plus d'actu, quoi. Comme par exemple le fait que j'ai perdu ma garde alternée, parce que le père de ma fille a perdu son appartement. Voilà, donc il vit chez moi. Ça c'est moins drôle. En garde alternée. Il vit chez moi quand je suis en tournée. D'accord. Donc voilà, et oui, j'ai plein d'inspi là pour le prochain spectacle. Oui, là ça va y aller effectivement. Ouais. Moi, quand je vous écoute, même si vous l'avez perdu, ça m'a donné envie de la garde partagée tout d'un coup. Ah mais oui, bien sûr. Et le rire, ça permet vraiment de tout dire. Et cette histoire de taser, on en rigole, mais en fait, ça permet aussi de faire des affirmations aussi sur ce que c'est qu'être une femme finalement, puis on s'en fout, quoi. À un moment donné. Complètement. Je pense que la liberté est quelque chose de très important pour moi. Donc, je m'auto-censure toute seule. J'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois dire ou ce que je dois pas dire. Les choses que je m'interdis, c'est de faire de la peine ou du mal aux autres, dans la mesure du possible. Mais si j'ai une bonne finalement, vanne, on y plus va, vous y allez, plus ça provoque le rire, parce que les gens, ça leur fait du bien aussi. Ouais, et en plus, ce qui moi, au début, m'a dérouté quand j'ai écrit le spectacle, ça m'a un peu complexé de me dire, je vais raconter ma vie pendant 1h30. C'est pas écocentrique, ça va intéresser qui? Et
ce qui est plaisant, c'est de se percevoir que plus je raconte des trucs très perso, plus les gens s'y on s'y retrouve. identifient et se retrouvent dedans. Ouais. Le coup de la garde partagée. Le coup de la garde alternée. Ouais, exactement. On s'y retrouve. J'ai envie de dire, bien que vous soyez votre pire danger, vous allez bien. Hein. Ouais, ça va super. C'est ça. Mais alors encore, pourquoi est-ce que vous êtes votre pire danger ? Parce que j'ai un truc déjà où je suis un peu inapte, je pense, au système de la vie. Je raconte que je vis toute seule. C'est vrai, je vis toute seule dans une maison et que je vais crever un de ces quatre d'un accident ménager ou d'une crise cardiaque. Je sais rien faire. Tu vois, j'ai un abat-jour qui tient avec du bolduc. Je sais pas changer une ampoule. La première fois que je me suis servie de ce qu'on appelle une mandoline, là, vous voyez, j'ai une cicatrice, j'ai perdu un bout de doigt. Enfin, ouais, voilà, j'ai une excellente mutuelle. Et en même temps, écoutez, ça fait des histoires à raconter. Et en même temps, j'ai aussi ce truc de garde alternée où j'ai pas beaucoup de temps libre pour moi. Donc, quand j'ai du temps libre pour moi, j'ai une forte appétence pour l'apéro. Donc, quand j'ai du temps libre pour moi, je le fais trop. Vous savez que je suis jalouse, là. Vous n'êtes pas en garde alternée ? Non, du tout. 100%. Bon, faut y aller, là. Mais c'est vrai, je vous dis, je l'ai perdu, là, la garde alternée. Ouais. Mais oui, j'ai un truc où je suis un peu trop tout le temps. Et en même temps, j'ai quand même cette volonté je raconte que tous ces coachs en développement personnel, ils nous emmerdent un peu, mais il y a une phrase que j'aime bien d'eux qui est devenir la meilleure version de soi-même. Ouais. Donc j'essaye quand même de m'améliorer. Je me demande si des fois, en m'améliorant, je deviens pas pire, mais ouais, et je raconte surtout que donc j'ai ma nouvelle technique de développement personnel, elle s'intitule le je m'en bats les couilles. On peut appeler ça le lâcher prise. Exactement. Oui. Et parlons sur Sud Radio. Et je pense que c'est ça la crise de la quarantaine, quoi. Il y a vraiment tout un truc de fond, c'est les 40 ans, quoi. Depuis que j'ai 40 ans, je me rends compte qu'il y a une forme d'urgence qui nous empêche de nous faire chier avec les autres comme avec nous-mêmes, qu'on n'a plus le temps. On est moins patient, ouais. On est moins patient, et puis surtout, je pense que j'ai passé beaucoup de temps à rechercher la validation de mes pairs ou de mes compères, et que maintenant je m'en fous un peu plus. Ce qui m'importe, c'est d'être en accord avec moi-même. Et franchement, ça va, je suis en accord. Et ça se ressent sur scène, après. Ouais, carrément. Et alors, il y a la musique qui est très importante pour vous aussi. Ce piano rétro-funk. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est devenu un véritable partenaire de jeu, j'ai envie de dire. Ouais, sur le premier spectacle, c'était un jouet. Je l'avais acheté vraiment dans un magasin de jouets. Et il manquait des touches et tout. Enfin, vraiment, c'était pas du tout prévu qu'il fasse plus de 300 spectacles, quoi. Donc, il a failli me lâcher plus d'une fois. Donc là, on a décidé de upgrader un peu le show. Et c'est un vrai petit piano. Il sonne super bien et ouais, c'est ma touche, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qui vous différencie aussi, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus complète en fait que d'autres par le fait que vous êtes comédienne. Il y a le stand-up, il y a la musique, il y a une globalité en fait, vraiment de votre art, quoi. Ouais, tout à fait. Après, c'est comme ça que vous voulez vous présenter. Ouais. Après, je sais pas si je suis plus ou moins que les autres, parce que parfois, en plus, les gens aiment pas que vous soyez dans trop de cases en même temps. Ça, c'est très français, ouais. Mais ça change. Oui. Et après, c'est marrant parce qu'au début, le piano, il me servait à me planquer, quoi. Je me disais, putain, je vais faire une chanson, au moins ça me foutra moins les pétoches que d'aller faire un sketch toute seule. Et puis maintenant, je peux plus m'en passer. C'est devenu c'est devenu ma forme d'écriture. Alors vous, justement, pour continuer sur ces 40 ans, vous dites avoir rencontré quelqu'un avec qui vous voulez passer le reste de votre vie. C'est vous. C'est moi, ouais. C'est ça la vraie maturité, j'ai envie de dire. C'est ça, mais c'est la conclusion de ce que je vous racontais tout à l'heure, quoi. Quand bien même, parfois, je me sabote, quand bien même, j'essaye d'aller mieux, je me bats pas trop avec moi-même, j'ai décidé d'être cool avec moi, parce que ça y est, j'ai décidé qu'on allait y aller ensemble, là. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Ça de toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. C'est ça. Et alors, vous évoquez aussi pour la première fois l'histoire complexe de votre naissance. C'est une arrivée rock'n'roll du genre où rien se passe comme prévu. Moi, ça me fait penser à cette scène où vous montez, en fait. C'était presque prédestiné, quoi. Ouais, écoutez, c'est comme ça. Je raconte donc que je suis née d'insémination artificielle au Black. Parce qu'à l'époque, il y a un vide juridique autour de la pratique et que ma mère ne peut plus aller à la banque de sperme parce qu'elle a déjà un enfant et qu'elle est plus prioritaire, qu'elle a le droit à un certain nombre d'essais qui ont échoué. Et donc, elle est malheureuse et elle a trouvé un ami, qu'on a parlé à un ami et qui a fini par trouver un gynécologue. Et comme je le dis dans le spectacle, faisait sa propre vinaigrette. Voilà. Et donc, c'est une longue enquête. Je me sers pas du spectacle pour prendre les gens en otage et venir faire ma thérapie. J'en ris.
Non, mais ça fait rire, c'est ça qui est drôle. En fait, c'est un pléonasme. Mais et bon. ce qui est important, c'est que. En fait, ça m'a longtemps complexé ce truc parce que je trouve ça hyper personnel. J'ai eu peur d'être impudique. Et surtout, je me suis aperçue surtout que la quête identitaire, c'est parce que c'est quand même le propos, n'appartient pas que à ceux qui n'ont pas leurs origines. En fait, parfois on a l'origine, parfois on connaît les parents. Et on cherche quand même qui on est. Ouais. Exactement. Bien sûr. Donc là, bon, moi, il me manque quand même 2-3 trucs dans l'équation. Mais d'accepter ça aussi, c'est une vraie forme de maturité finalement. Ben, le spectacle, il m'y a vachement aidé parce qu'au début, quand le spectacle évidemment a évolué au fil du temps, ça c'était un bout qui faisait 25 minutes, quoi, parce que je pense que je m'épanchais trop, je savais plus ce qu'il fallait raconter, de pas raconter. Et bon, là, j'ai resserré pour n'en garder que le nectar et que les vannes. Mais en tout cas, ça m'a aidé parce qu'en le racontant, j'ai reçu des messages de gens, j'ai reçu des témoignages de gens qui m'ont dit merci d'en parler parce que ça leur faisait du bien. Et du coup... ça soigne en fait. Ouais, hein, je me suis dit, en fait, je ne voulais soulage. pas raconter. Parce que moi, je ne voulais pas le raconter pour moi. Moi, ma thérapie, ça va. Ou si ça ne va pas, je vais voir un professionnel. Quoi. Je ne prends pas les gens en otage. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça a un sens aussi de raconter ça? Et quand tous les témoignages qu'on a pu m'apporter, ça a donné beaucoup de sens de raconter ça. Nora Bussini, Laurie Perret, elle sublime le réel par le rire. Vous avez cherché ce que le réel a de plus brûlant. Je trouve que c'est un peu votre lien ce soir, finalement. C'est aussi un rapport au réel, parce qu'elle raconte son réel. Hein. Oui, d'ailleurs, moi, ça m'a donné envie d'avoir 40 ans. Hein. Je vais avoir 30 ans, mais là, ça m'a rassurée quand je vous C'est vois pas mal, les 40 deux, ans. vraiment. C'est pas C'est mal. vraiment... C'est l'apaisement. Ah oui, ça donne vraiment envie même. Et puis ce rapport à la vérité de qui on est, finalement. Aussi. Et la combativité aussi, Ouais. de ce que j'écoute du témoignage de Laurie, qui me donne envie d'aller voir son spectacle. Ça Il faut y aller le 29 ou le 30 novembre à l'Olympia. Vraiment, c'est les dernières à ça Paris. donne très envie, en tout cas, effectivement, de combattre, de soutenir, de se soutenir soi-même aussi. C'est pas facile. Et pour une combattante comme vous. Hein. Allez, c'est excellent sur Sud Radio et ça continue. Hein. On va se retrouver juste après une courte pause avec l'humoriste Laurie Perret puis la journaliste d'investigation Nora Bussini. Des femmes d'exception pour vous ce soir, vous l'aurez bien compris. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio, merci de votre fidélité. Ce soir encore, on vous offre de la culture et de l'humanité. C'est normal, c'est excellent. Avec moi, l'humoriste Laurie Perret, son seul en scène à bientôt quelque part, c'est à l'Olympia, notamment les 29 et 30 novembre. Et puis ça sera en tournée dans toute la France derrière. Et puis on est aussi avec la journaliste d'investigation Nora Bussini et son livre à lire absolument. Les nouveaux antisémites enquêtent une infiltrée dans les rangs de l'ultra-gauche. C'est sorti chez Albin Michel et c'est prix Edgar Faure 2025 du livre politique. Bravo Nora Bussini. Merci beaucoup. Alors déjà pour commencer, je voudrais vous dire bravo encore parce que c'est un livre extrêmement courageux et très difficile à lire. Hein. Comme l'a dit le collègue des Échos, c'est justement parce qu'il est difficile à lire qu'il faut le lire. On imagine que l'enquête elle-même a été encore plus difficile. Oui, l'enquête a été très dure psychologiquement. J'étais même pas certaine de vouloir le sortir, ce livre, parce que j'avais en permanence, quand on enquête sur l'antisémitisme, en plus en France, sans en plus être juive, je me disais en permanence, mon livre est obsolète. Il se passe tellement de choses, tellement de violence. À chaque fois, je peinais à rendre ce manuscrit. J'avais toujours envie d'enquêter, toujours envie de raconter. Il est loin d'être obsolète, votre livre. Hein. Bah non. Non. Il fonctionne très bien d'ailleurs. Vous êtes en train de cartonner. Oh, il est dans les meilleures ventes. Vous ne faites pas trop embêter Si, c'est dur. C'est dur aussi. Justement, on peut le dire. C'est très dur. Là, j'ai une protection quand je m'exprime publiquement. Merci justement les forces de l'ordre de veiller sur moi parce que c'est pas facile là en ce moment ce qu'on a reçu dans plusieurs beaucoup conférences. De menaces et tout. Oui, des menaces, beaucoup de menaces, beaucoup d'insultes. Je m'attendais quand même, comme on dit, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. Bah, c'est exactement ça. Ouais. Alors, juste pour que les auditeurs et les auditrices sachent de quoi on parle, vous avez infiltré les manifestations, les groupes militants, les boucles télégrammes des ultra-gauches. Sous couvert d'antisionisme se structure un antisémitisme actif, vraiment. Et vous nous faites un plan, un panel, je sais pas comment dire en fait. C'est tellement inquiétant que il y a les campus universitaires, les bancs de Sciences Po, les municipalités, tout ça, sont tous intégrés par des organisations qui sont liées à l'islam radical et à la France insoumise, on peut les nommer, oui. C'est ce que vous dites. Il faut quand même le dire aussi, c'est une enquête, donc c'est une vraie enquête journalistique, donc vous vous basez sur des faits.
Oui, tout à fait. Hein, c'est important de le dire. Exactement. C'est des faits. C'est pas du tout du témoignage. Enfin, j'ai recueilli plus d'une centaine de témoignages pour cet ouvrage. J'ai beaucoup enquêté dans plusieurs villes de France, plusieurs campus universitaires, mais aussi à Bruxelles, sur le campus de l'Université libre de Bruxelles, et aussi sur le campus de Columbia aux États-Unis. Voilà, la parole, j'ai recueilli ça va aussi bien socialistes aux républicains, ça va de professeurs, d'élus locaux, de militants LGBT, féministes. Ouais, d'enfants, d'étudiants, d'adolescents qui racontent ce que c'est. Et surtout, ce qui est important de le rappeler, moi ce que je veux raconter, c'est comment l'empathie légitime pour les civils palestiniens, parce qu'elle est légitime, cette empathie, est instrumentalisée par des militants ultra-radicaux qui sont factuellement, et c'est ce que j'ai voulu montrer, liés à l'islamisme. Alors c'est un constat, ce que vous précisez, comme vous venez de le dire, qui condamne en rien la défense des civils gazaouis, qui ne justifie pas davantage la politique de Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le droit d'être sioniste et anti-Netanyahou. Il faut peut-être rappeler aux gens ce que c'est qu'être sioniste. Sioniste, c'est techniquement la France insoumise. Je dis ça en riant parce que ce qui est vrai, quand on lit initialement ce que disait la France insoumise, c'est être pour une solution à 2 États, être pour l'autodétermination du peuple juif et au peuple juif de disposer d'une terre, d'un pays. Donc à partir du moment où on est pour cette solution à 2 États, on est sioniste. Et on ça ne veut en rien l'existence aussi, du coup, de l'État d'Israël. De l'État d'Israël, voilà. Exactement. Ça ne veut dire en rien que l'on justifie la politique ultra violente de Benyamin Netanyahou. D'extrême droite, on peut le dire. D'extrême droite, alors largement, évidemment. De Benyamin Netanyahou, ça ne veut pas dire non plus qu'on soutient l'extrême droite en France, absolument pas, qui en s'en tire très bien d'ailleurs. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est pour l'État d'Israël, ou en tout cas pour son existence, on est taxé de fasciste en France. Oui, de toute façon, là, c'est assez marrant parce que depuis la sortie du livre, j'ai beau répéter inlassablement à quel point je suis quand même contre l'extrême droite. Les gens passent leur temps, les détracteurs, à me traiter de fasciste. Soit de complices d'un génocide, soit de militants d'extrême droite. Et du coup, ce qui est très dangereux, c'est cette banalisation de l'extrême droite et du fascisme. Parce qu'on ne le voit pas, mais on voit qu'il monte, puisqu'on traite inlassablement tout le monde de fasciste. Donc on ne va pas voir le vrai fascisme. Non, et puis en plus, aujourd'hui, on dit antisioniste. Donc en fait, c'est une manière de... On ne dit pas qu'on est anti-juif, quoi. Non, alors il y en a certains qui le disaient quand même, qui se cachaient pas Oui, mais l'antisémitisme est effectivement plus subtil chez ces militants ultra-radicaux. Déjà, il passe par une apologie du terrorisme permanente. Parce qu'il faut parler du cadre de la loi. Je pense le cadre de la loi, parce qu'il y a beaucoup de militants là qui sont effarés, se retrouvent devant la justice. Il y en a beaucoup que j'ai côtoyés sous couverture. Je ne vais pas dire que je les salue quand même, mais qui se retrouvent jugés dès l'année prochaine pour apologie du terrorisme et qui passent leur temps à avoir un discours victimaire qui est de dire mais mon Dieu, j'ai simplement dénoncé un génocide en Palestine. Non. Quand vous déjà, qu'est-ce que c'est un génocide? Alors, on peut le dire, génocide, en l'occurrence, c'est l'extermination d'un peuple. Programmé. Ça a surtout programmé et intentionnel, et ça a surtout des caractéristiques spécifiques. Quand le génocide doit être reconnu par la Cour pénale internationale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas intention génocidaire, mais en l'occurrence, la Cour pénale internationale n'a pas statué sur la notion sur le fait de génocide en Palestine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des massacres atroces. Il y a eu des crimes, et des civils morts par dizaines de milliers, évidemment. Mais ce n'est pas un génocide. Non, c'est une guerre. En tout cas, ce n'est pas statué à l'heure actuelle. Alors depuis le 7 octobre, il y a quand même quelque chose qui s'est fissuré en France et dans le monde. C'est aussi ça que vous nous racontez. Et ce que vous nous racontez, c'est que tout d'un coup, on a des discours et des tensions, des actes qui datent d'un autre temps, qui réapparaissent. Bon, j'ai envie de dire, on s'était endormi, Nora Bussini, non ? De toute manière, l'antisémitisme, c'est ça. C'est dès lors qu'il y a des moments historiques qui se fissurent, une société qui se disloque, l'antisémitisme ressurgit. Mais l'antisémitisme, c'est le début d'un chaos annonciateur. Et c'est ce que veulent ces militants. C'est un chaos. D'ailleurs, un camarade, parce qu'on s'appelle camarade entre eux, on s'appelait en tout cas, elle me le disait, la révolution se fera avec ou sans les urnes. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas en France, l'enjeu 2026, les municipales, et 2027, les présidentielles, est primordial pour ces militants, à l'ultra-droite comme à l'ultra-gauche. Bien sûr. Alors, dans ces milieux que vous avez infiltrés, on va parler de la convergence des luttes, quand même. On voit se mêler cause palestinienne, anticapitalisme, écologie radicale, lutte identitaire, et puis la cause LGBT, enfin, tout y passe, en fait. J'ai envie de dire que c'est une convergence des luttes qui est un peu une convergence des colères. Oui, en fait. Très bonne remarque. Très bonne remarque. C'est que des gens très fâchés. Effectivement. Avant le 7 octobre, j'étais absolument persuadée que cette convergence des luttes, pour travailler beaucoup sur l'ultra-gauche, elle serait dans tous les cas autour d'un ennemi commun,
C'est George Orwell qui l'explique très bien dans 1984, comment un ennemi commun vient fédérer des groupes disloqués. Et en l'occurrence, moi j'étais sûre que cet ennemi commun, ça serait le flic. On se rappelle ce qui s'est passé lors du décès du jeune Naël Merzouk, peu avant justement le 7 octobre, qui a été tué lors d'une interpellation policière. On avait vu les banlieues, et pas que les banlieues, s'embraser littéralement. Et il y avait vraiment, notamment dans les luttes féministes et antiracistes, des militantes féministes ont témoigné dans mon ouvrage, non juives pour certaines, il faut le rappeler, qui racontaient justement comment elles avaient été mal à l'aise de voir des hommes accusés d'agression sexuelle qui d'un seul coup étaient réhabilités au sein des luttes militantes, et on leur expliquait, oui mais l'urgence c'est pas le féminisme, c'est l'antiracisme. Et là c'est la cause de Naël. Et donc elles se disaient, mais c'est complètement fou, en quoi il devrait y avoir une hiérarchie des luttes militantes. On peut être antiraciste tout en étant féministe. C'est même féministe qui hiérarchise aussi la douleur, puisque on se rappelle que les féministes de Nous Vivrons se sont fait expulser presque à coups de batte. Mais c'est coup de tesson de bouteille jeté. D'ailleurs, un des hommes accusés, je fais attention en termes d'emploi, accusé d'avoir jeté des bouteilles sur les féministes juives de Nous Vivrons, va être quand même jugé en 2026. Omar Al-Soumi, porte-parole d'Urgence Palestine, va être jugé pour apologie du terrorisme, puisqu'il appelait en France à propager un déluge d'Al-Aqsa. Le déluge d'Al-Aqsa, c'est le nom donné à l'attaque terroriste du 7 octobre. Et il n'est pas seul. C'était monnaie courante dans toutes les manifestations que j'ai faites d'appeler à faire un 7 octobre en France. Donc c'est pas des militants qui en l'occurrence soutiennent la paix en Palestine. Et même moi je suis dans des boucles Telegram encore pour certaines. Terrorisme, en fait, tout à fait. Je suis dans des boucles Telegram encore pour certaines d'organisations liées au terrorisme, comme Samidoun que j'ai infiltré. Et eux par exemple appellent l'autorité palestinienne traîtresse. Et ils expliquent justement qu'il faut être contre un Mahmoud Abbas et pour justement le Hamas. Donc c'est bien soutenir le terrorisme en l'occurrence et pas la cause palestinienne. Puis on va en parler 2 minutes quand même votre chapitre que vous appelez l'obsession juive de Rima Hassan, qui l'apprend, on a été en couple avec un certain Raphaël, juif et surtout laïque, à la famille de qui elle souhaitait chaque fête. Alors en parlant d'origine de la colère, là, vous se posez des questions. Oui, j'ai voulu consacrer ce dernier chapitre à Rima Hassan. Pourquoi ? Parce que Rima Hassan, à l'instar de Jordan Bardella, est la personnalité politique la plus suivie sur les réseaux sociaux par la génération Z. Cette génération, née après 1995 et qui va être primo-votante en 2026 au municipal et en 2027 au présidentiel. Et donc Rima Hassan, elle a ce pouvoir, bon aujourd'hui son influence a quand même baissé, mais elle a ce pouvoir de pouvoir haranguer les foules et surtout radicaliser une jeunesse. Et c'est ça qui est très inquiétant. Et moi ce que je voulais montrer, c'est comment sous couvert de se présenter comme engagée pour la cause palestinienne, elle instrumentalise une jeunesse et surtout qu'elle-même, elle a une obsession qui ne date pas d'hier. D'où cette connexion avec son fiancé de confession juive, laïque, elle qui prend en secret des cours d'hébreu, elle qui justement fête chaque fête juive à la famille laïque de son petit ami, alors qu'eux-mêmes ne pratiquent quasiment pas. C'est très fou. Je voulais vraiment remonter et jusqu'à expliquer comment elle est devenue cette figure politique ultra radicale au point de radicaliser une partie de la France insoumise. Bon, on a commencé à démêler à peine, mais il y en a des choses à dire. Laurie Perret, quand on vous écoute toutes les deux avec Nora Bussini, on se dit que la culture, qu'elle passe par l'humour ou par l'enquête ou par ce genre de travail millimétré, ça peut changer le monde. Savoir, c'est transformer en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Bah oui, le savoir est une arme, évidemment, bien sûr. Mais moi, je vais pas trop sur le même terrain. Moi, j'aurais plein de questions, mais je vais pas les poser. Non, mais c'est pas pour rien que je vous les pose pas. Mais bien sûr. L'idée, c'est vraiment surtout cette recherche de vérité, en fait, que vous avez vous-même en vous donnant sur scène et que Nora a autrement en allant chercher l'information précise, quoi. Bien sûr. Après, je pense que l'humour est une manière de faire passer des messages et de véhiculer, évidemment, des propos et des combats, ouais. Eh bien, vous êtes sur Sud Radio, c'est un bon choix, c'est excellent, je dirais même, avec l'humoriste, mais pas que, Laurie Perret, et puis la journaliste d'investigation qui en fait des livres, Nora Bussini. Vous restez avec nous, surtout, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'être là, fidèles auditeurs de Sud Radio. Comme chaque dimanche, on prend le temps parce que c'est excellent avec moi, l'humoriste Laurie Perret, son seul en scène à bientôt quelque part. Et puis c'est bientôt justement à l'Olympia, les 29 et 30 novembre, et puis ça sera en tournée dans toute la France après. Et puis on est aussi avec la journaliste d'investigation Nora Bussini et son livre que je vous recommande, Les Nouveaux Antisémites, enquête d'une infiltrée dans les rangs de l'ultra-gauche, c'est chez Albin Michel et c'est prix Edgar Faure du livre politique 2025. Alors Laurie Perret, vous nous racontez que vous vous êtes retrouvée plongée dans une situation où plus rien ne se passait comme il faut, en fait. Un petit peu dans votre vie. Et c'est aussi par rapport à cette arrivée au monde très particulière. J'ai envie de dire, c'est un peu ça, cet accident qui finalement n'en est pas un, parce que vous êtes bien en vie et ça se passe bien, qui nourrit votre art aussi. C'est vous qui le dites ça. Je sais, c'est pas un accident pour le coup, parce que c'est quand même quelque chose qui a été prémédité
recherché le fait que je sois là. Mais oui, après, ce qui est perturbant, c'est que je m'en suis aperçue. C'est quelque chose qu'on m'a caché, donc je me suis aperçue effectivement. Tardivement. Adolescente, Ouais. donc plutôt rapidement finalement. Vous n'avez pas très bien réagi? J'ai enquêté parce que mes parents essaient de me le cacher. C'est surtout que je ressemblais à personne dans cette famille. Donc oui, ça a été perturbant et ça a généré une quête identitaire dont on parlait tout à l'heure, Bien effectivement. Et c'est difficile de se construire quand on est jeune et qu'on ressemble pas aux autres membres de sa famille. Donc oui, la quête identitaire était très forte chez moi. Et après, je pense qu'elle s'est verbalisée dans l'artistique. C'est une catastrophe enrichissante en fait. Absolument, comme pas mal de trucs qui m'arrivent dans la vie, ouais. C'est ça qui est drôle. Ouais, j'avais trouvé un slogan, je disais que tout ce qui ne me tue pas me rend plus drôle. Oui, ça je suis bien d'accord. Voilà, ouais. Ça marche bien. Et c'est ça qui a déclenché aussi votre envie de monter sur scène. Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce spectacle-là, justement? À bientôt quelque part. Ça fait un bout de temps que vous le jouez, vous l'avez dit. Hein, ça fait 2 ans. Là, on est sur les dernières dates. Il en reste une dizaine. Ça vous fait un petit pincement au cœur quand même, ou pas? Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce spectacle. J'aime beaucoup le jouer. J'ai envie d'en écrire un autre et en même temps, je suis paniquée à l'idée de me dire est-ce que je vais réussir à en faire un aussi bien que celui-là, parce que vraiment, je suis très en accord avec ce que je propose aujourd'hui. Vous n'aviez pas encore 40 ans quand vous l'avez écrit, ça va être encore mieux, vous allez voir. Ouais, je le prévoyais, c'est marrant parce que j'ai une chanson où je dis que je vais bientôt avoir 40 ans. Et puis maintenant, j'ai été obligée de la changer parce que je dis que je viens d'avoir 40 ans. Donc ouais, bon, c'est pour ça qu'il fallait pas que ce spectacle dure non plus trop longtemps pour rester en accord avec tous mes propos. Mais oui, ce spectacle, je l'ai écrit en racontant ma vie. En fait, je faisais des puzzles, j'écrivais ma vie amoureuse, ma vie chez moi, ma vie avec ma fille. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par tout relier. Ça a fait une histoire et c'est hyper cohérent. Et comment vous savez que ça fonctionne? Vous testez d'abord sur les autres? Comment vous faites J'appelle mes potes, je leur raconte. Ouais. Donc déjà, ça c'est le premier test. Ouais. C'est des vrais potes donc ils vous disent la vérité? Absolument. Puis c'est des potes qui sont très... Enfin, c'est ceux avec qui j'ai fait de l'impro quand j'étais plus jeune. D'accord. Dans l'école de trap. Donc ils vous connaissent bien, quoi. Donc ouais, c'est des gens qui ont quand même le verbe... Redites-nous un petit peu le coup de l'impro dans l'école, là, parce qu'on quand même qu'on ait l'info. Oui, on était je viens de là où beaucoup de gens viennent, de l'école d'improvisation de trap. Oui, c'est ça. Voilà, donc on était double champion de France, on a joué, enfin très jeune, quoi. On était... Vous avez commencé à quel âge? À 16 ans. Ouais, c'est ça. Et donc très jeune, on était très pro, on a beaucoup tourné. J'ai commencé avec Issa Doumbia. Les plus connus sont Issa Doumbia, il y a Jamel, Alban Ivanov, tout ça qui ont fait cette école. Et qu'allais-je dire donc ouais, c'est mes potes c'est mes potes depuis toujours et c'est eux que j'appelle quand j'ai des nouvelles vannes. Et après, quand ils valident la vanne, on part en comédie club et on les essaye. D'accord. C'est le meilleur moyen d'essayer, le comédie club en fait. Hein. Ouais. Vous voyez tout de suite si ça rigole ou si ça vous regarde de travers. Exactement, puis c'est hyper intéressant de régler une vanne. Hein, du moment où on se dit, tiens, ça je crois que c'est marrant, et puis le moment où on l'essaye, et puis ça marche, mais ça marche pas comme on veut, on rajoute une virgule, on rajoute un truc, une musicalité, jusqu'à trouver la meilleure manière de livrer la vanne. Ouais, après, ça devient de l'orfèvrerie, c'est hyper intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où dans votre vie, parce que là vous me dites vous avez fait l'école à Trappes à 16 ans, du coup vous saviez déjà que c'est ça que vous vouliez faire, quoi? Non, parce que je le faisais, mais je voulais pas forcément être humoriste. D'accord. Après, moi, j'ai été auteur. J'ai été auteur pour des chaînes de télé. J'ai été auteur pour la publicité. J'ai été chanteuse dans une comédie musicale. J'ai toujours été adorée. En fait, j'ai toujours eu le cul entre deux chaises, entre faire rire et chanter. Et finalement, vous faites les deux. Et finalement, je fais les deux. C'est ça qui marche. L'Olympia, vous le rêvez comment? Bah écoutez, je le rêve plein à craquer avec plein de copains, plein de gens. Enfin ouais, je pense que ça va être formidable. Ouais. Ben, on sera là. Hein. Vous, Nora Bussini, vous avez écrit très tôt aussi. Hein. Ça a commencé tôt. Alors d'abord en racontant votre quotidien de surveillante de banlieue, dans Surveillante. Ça, c'est un moment important, décisif pour vous aussi sur vos choix de carrière et de parcours derrière. Hein. Oui, moi j'ai grandi une partie de ma vie en banlieue, avec des gens de toute culture, toute origine, tous âges. Moi-même, je suis franco-marocaine. Donc effectivement, j'ai grandi là et après, pour pouvoir financer mes études de lettres, j'étais justement pionne dans un établissement comme on appelle la REP+. Ouais. Donc c'est anciennement ZEP, là où j'avais grandi. Et en fait, ce que j'ai vu est absolument fou et absolument fort aussi. Et j'avais je connais, enfin, quand on grandit en banlieue, on connaît pas de journaliste, on n'a pas de contact, on sait pas trop ce que c'est, on aimerait bien en connaître. Mais comment vous avez découvert ce métier alors? Eh bien, moi je voulais à la base être prof et j'avais une
une copine qui faisait du babysitting chez des journalistes du Point. Et en fait, D'ailleurs, je vous la écrivez pour Le Point maintenant, mais c'est oui, ça qui est drôle. justement, ça s'est fait comme ça. Et je la D'accord. suppliais en fait de juste faire lire mes textes parce qu'on connaît pas de journaliste quand on est en banlieue. Et justement, je voulais juste un regard, des conseils avant de proposer ça à la Gazette de ma ville. Et en fait, ils m'ont dit, on te file une chronique hebdomadaire dans Le Point. Et du coup, je me suis retrouvée à apprendre les rudiments du journalisme avec du jour au lendemain, des journalistes passionnants et patients que j'embrasse et que je remercie. On aime beaucoup. Et puis, il y a eu aussi votre deuxième enquête, la plongée au cœur du militantisme woke dans les nouveaux inquisiteurs. J'ai envie de dire, tout est lié chez vous. Oui, mais C'est clair, la après, tout direction. est lié aussi parce que cette enquête, les nouveaux inquisiteurs, elle est sortie 3 semaines avant le 7 octobre. Bah ouais. Et moi, je suis très, très féministe, très soucieuse des questions antiracistes et LGBT. Et du coup, j'avais recueilli aussi beaucoup de témoignages de militants, de militantes qui me disaient qu'il y avait une radicalité qui s'installait au sein des luttes progressistes, luttes excessivement louable, il faut le rappeler, mais qu'il y avait cette radicalité militante qui s'installait. Et du coup, j'avais un petit peu raconté ça comme une caméra embarquée. Et le jour du 7 octobre, au-delà du percute du droit que je me prends, j'ai un peu un réflexe de réactiver un de ces faux comptes que j'avais utilisé pour mon enquête. Et je constate qu'il y a la plupart des féministes ne réagissent pas face aux horreurs auxquelles on insistait sur nos téléphones, et qu'il y en a même des militantes féministes LGBT que je cite dans le livre qui sabrent le champagne et qui se réjouissent en disant à quel point c'est beau de voir qu'enfin le colonisé se rebelle contre le colon, l'opprimé contre l'oppresseur. Et je me dis, mais comment on a pu en arriver là, justement? Et puis il y a des grandes figures, notamment Annie Ernaux, on peut la citer, qui emmène avec elle. La sérielle qui signe toutes les tribunes. Je ne sais pas si elle a signé celle sur le Darfour que nous on vient de publier dans Le Monde. Justement. Pas, je ne suis pas certaine qu'elle l'ait signée, c'est marrant. J'ai envie de dire no juice, no news, c'est ça? C'est un slogan qui revient beaucoup. Là là. Quel est le moment où vous vous dites, Nora Bussini, là je vais aller voir de l'intérieur, je vais enquêter? Qu'est-ce qui vous déclenche? Justement, c'était quand j'ai vu toutes ces stories de militantes féministes et LGBT qui se réjouissent de voir des femmes violées, tuées, torturées. Moi, c'est quelque chose je ne comprends pas. Et j'essayais de l'autre côté de pouvoir contacter des collectifs avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord, parce que c'est le propre du journalisme, le contradictoire. Bien sûr. Et en fait, comme je travaille justement pour les rédactions du Point et de Franc-Tireur, je suis accusée de travailler pour l'extrême droite fasciste. Et c'est le souci aussi quand on banalise les mots. On sait le danger qui arrive après, quand on banalise ce qu'est l'extrême droite et le fascisme, justement. Et donc, en fait, on me refusait toute forme de contradictoire. Et c'est là que je me suis dit, il va falloir que je retourne, je refasse cette plongée, encore en caméra embarquée, pour savoir si oui ou non, il y a bien un antisémitisme sous couvert d'antisionisme au sein des luttes militantes, et s'ils défendent réellement la cause palestinienne, ou si c'est pas justement une cause tout simplement liée au terrorisme qui se fiche finalement du sort des civils palestiniens. En fait, vos regards à toutes les deux, ils sont assez complémentaires, parce que vous, Laurie Perret, vous transformez les fractures en rire. C'est ça que vous faites? Oui. C'est de la fracture naît le rire. Ouais, c'est mignon ça. C'est un peu ça, non? Ça vous parle? Vous allez le reprendre dans votre prochain spectacle. Ça va être le titre. Et puis vous les révélez, en fait, ces fractures. Donc, en fait, vous révélez les fractures sur lesquelles Laurie va pouvoir rigoler derrière. Je ne sais pas si elle arrivera à rire de ce sujet-là. Ça va être compliqué. Non, mais on peut finalement, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, mais pas avec n'importe qui, c'est ce qu'on disait, je sais pas. C'est Coluche qui disait c'est ça, rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Après, moi je sais en tout cas que j'ai pu voir des scènes assez ubuesques, par exemple des militants. Il y a des moments où c'est absurde. Ouais, c'est absurde, c'est dingue. Moi, je m'étais retrouvée un jour à une manif, parce que comme je disais, je suis franco-marocaine, donc je suis dite racisée, c'est le terme qui est employé. Et du coup, je me suis retrouvée à une manif contre le racisme, une manif LGBT, qui était contre la Pride radicale, enfin la Pride qui s'organise chaque année, qui est un moment très très beau. Et justement, ils voulaient faire leur contre-Pride. Et moi, mon rôle en tant que personne dite racisée dans l'organisation, c'était de trier les gens. C'est-à-dire que les blancs devaient aller en fin de cortège et les personnes non blanches devant. Pour tout ça, pour lutter contre le racisme et mettre en avant les personnes non blanches. Mais ça, c'est une absurdité dont on peut rire, Laurie Perret. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais qu'il y a eu des sketchs à la sortie de il y a eu vraiment des gens qui ont écrit et tout ça pour lutter. Et c'était marrant, parce que c'est pas du tout marrant, mais je me suis retrouvée à séparer notamment un couple homosexuel. L'un était maghrébin et l'autre blanc, en disant au blanc, toi tu vas derrière, lui il peut rester. Et lui il me regardait mais stupéfait en me disant, mais attends, mais tu te rends compte que pour lutter contre les droits LGBT et contre le racisme, vous séparez un couple, alors que nous on s'est battus pour pouvoir marcher fièrement main dans la main sans se faire agresser, en fait, parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui sont agressés aujourd'hui parce qu'ils sont LGBT justement, et tout ça pour lutter évidemment contre le racisme et l'homophobie. Il y a des situations ubuesques comme ça, qui sont tellement ubuesques, Laurie, que vous pourrez peut-être vous en inspirer. C'est-à-dire que là vous inspirez beaucoup de vous, mais est-ce qu'à un moment donné le but c'est d'aller voir aussi ce qui se passe dehors et de vous en servir? Oui, complètement. Après, moi pour le coup, je suis pas
pas dans un humour engagé pour le moment, mais après, je raconte, il y a des choses que je raconte et que je m'approprie, mais qui sont pas toujours Des vôtres, forcément. de moi, Ouais. c'est tout. Et on saura pas lesquels. Et on saura pas lesquels. Et après, j'écris aussi des chroniques, j'écris d'autres choses qui sont pas forcément des choses scéniques ou qui s'inspirent un peu moins de moi, évidemment, bien sûr. On a hâte de voir tout ça. C'est excellent, c'est le rendez-vous des gens qui font et qui font bien, vous l'aurez compris, avec moi ce soir, la comédienne qui nous fait rire en musique, d'ailleurs, Laurie Perret, et puis la journaliste qui nous interpelle haut et fort, Nora Bussini. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous avec vous, c'est excellent. Ce soir, on partage un moment fin avec deux femmes qui n'ont pas froid aux yeux. On est avec Laurie Perret et son seul en scène, à bientôt quelque part à l'Olympia, les 29 et 30 novembre, entre autres. Et puis Nora Bussini et son livre qui dérange, Les nouveaux antisémites, en quête d'une infiltrée dans les rangs de l'ultra-gauche, c'est chez Albin Michel. Alors, chers toutes et tous, c'est bientôt l'heure de Parlons de vous, mais juste avant ça, le petit moment pimenté qui nous fait un peu mieux connaître mes invités, c'est l'heure des portraits chinois. Vous êtes prêtes, mesdames ? C'est parti. Laurie Perret, si vous étiez une chanson. Je serais une chanson d'Abba. Ouais. Ok, parce que le voilà, je suis très fan d'Abba, ouais. disco, quoi. Ouais. Ok. Vous, Nora Bussini, si vous étiez une époque. Ah, oh là là, je pense que je choisis forcément les années 80. Ouais. Pourquoi ? Ouais. Parce que vous aussi. Comme Ouais, Ou ABBA. j'ai ce sentiment de liberté, mais après, je pense que quand on n'est pas dans ces années-là, on a toujours un côté où on va idéaliser. Et la musique aussi, surtout pour la musique. Ouais, Et c'était les quand même soirées, très et pas de sympa. téléphone aussi, parce que je suis trop addicte à mon téléphone. Et puis le palace. Laurie Perret, si vous étiez un mot qui revient sur scène. Un mot qui revient sur scène. Réfléchissez pas trop. Ouais, un mot qui revient sur scène. Quelque chose que je dis souvent sur scène. Ouais. Je vais pas te mentir. Je crois que je le dis souvent et je m'empêche de le dire. D'accord, parce que c'est un tic. Ouais. Bon, au moins vous faites pas Ouais, non. Ok. Nora Bussini, si vous étiez un mot qu'on utilise trop. En fait. C'est pas mal. Si, en voilà. ce moment, j'en ai un, je suis désolée, c'est le c'est OK. C'est toutes mes copines qui vont chez le psy, elles me disent, mais tu sais, c'est OK de dire ouais, ça. Non, mais ça, c'est les nouveaux Et trucs ça, de c'est pas coaching, OK. de machin. Voilà, c'est Voilà, ça. je salue ma Il y a psy. Balek aussi, qu'on Ah, utilise oui, beaucoup. oui. Ça, c'est le genre de truc que pourrait dire ma fille en ce moment. Elle m'a dit, là, il y a pas longtemps, frère, t'es gênante. Ah merde, Voilà, je voudrais quel le âge dire. elle a Elle a 11 ans. Ah ouais, Voilà. ouais, ok. Ben moi c'est ok. Pareil, elle m'a sorti. J'ai une vidéo là-dessus où je suis en train de lui prendre la tête pour qu'elle range sa chambre. Et elle me dit c'était très drôle. tu traverses une tempête émotionnelle. Et c'est Ouais. ok. Et c'est OK, et ça c'est beaucoup trop drôle. Si vous étiez une mauvaise habitude, Laurie. Bordélique. Ah ouais. Ouais. Vous êtes très Je bordélique. suis bordélique et C'est maniaque. difficile de demander de c'est-à-dire- ranger la chambre. Ouais, quand- je suis bordélique et maniaque, c'est-à-dire que je m'auto-insupporte. Et c'est le D'accord. bordel organisé aussi, peut-être, non? Ouais, Oui, c'est oui, ça. bien sûr. Mais du coup, c'est rangé ou c'est le bordel? Ben, c'est le bordel que je Ouais, range, donc voilà. en fait c'est un cycle qui s'arrête Ça ne jamais. s'arrête quoi. jamais. C'est épuisant. Ouais, Et du coup, votre fille, elle doit bien rigoler. ouais bah, elle est pire. Nora Bussini, si vous étiez un mot qu'on n'utilise pas assez. Factuellement. Ouais. Ouais. Ouais, contre les fake news, quoi. Oui, voilà, parce ce que serait c'est pas vrai mal. que l'information est peut-être pas toujours Ah assez ouais, factuellement, ça vérifiée. serait bien. Laurie Perret, si vous étiez un film culte. Il était une fois l'Amérique. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais. Bah ouais. J'ai rien d'autre à dire. Sergio Leone. Si vous étiez une illusion, Nora. Je pense directement aux illusions perdues de Balzac, donc Bah je me oui. dirais, ouais, c'est une illusion perdue, sans doute. Laurie Perret, si vous étiez un retard, ça serait à quel rendez-vous? Un retard. Ouais. Je suis en retard tout le temps. J'ai beaucoup été en retard. Vous à avez l'école. été à l'heure à la radio. Hein. Non, j'avais 5 minutes de retard, mais vous étiez plus en retard que moi. Ouais. Ah bah voilà. Ça, on le dira pas. Ouais. Nora, si vous étiez une limite à ne pas franchir. Oh là là, ouais, je dirais, ouais, mais je dirais l'insulte, mais c'est facile. C'est facile, mais Allez, ouais. trouver autre chose. Insulter les mamans, non, je sais pas. On touche pas aux mères. On touche pas aux mères. Je suis d'accord. Moi j'ai grandi ça va. avec ça. On On touche pas à maman. On On touche pas à la daronne. On touche pas à la daronne, exactement. Laurie Perret, quand vous jouez pas, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Les moments avec mes proches. Ouais. Et puis de savoir que je vais bientôt aller jouer. Voilà. Et vous, Nora Bussini, quand vous n'enquêtez pas, qu'est-ce que vous faites? Ah, je bois des verres avec Ouais, des copines, ouais. avec mon Vous n'avez mec. pas la garde alternée encore, Non, je vous. l'ai pas. Bah, heureusement pas. J'ai un gros chat, ceci dit. Peut-être que Ouais. si un jour on ne sait pas. Mais voilà. Bon, bah miaou, merci à toutes les deux. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'heure de Parlons de vous, la chronique qui raconte les personnalités, les entreprises qui s'engagent. Laurie Perret, Nora Bussini. On se retrouve juste après pour se dire au revoir quand même.
Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair. On change le monde sur Sud Radio, une voix à la fois. Parlons de vous sur cette radio. On est avec Olivier Clity, qui est directeur stratégie RSE et digital chez InVivo Group. Pour rappel, InVivo Group, c'est un très beau fleuron de l'agroalimentaire français. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de l'agriculture durable, qui était vraiment un pilier de la RSE du groupe. Oui, alors le groupe InVivo, vous l'avez dit, c'est agroalimentaire, mais c'est aussi beaucoup agriculture. Bien sûr. Nous sommes très implantés sur toute la France, à la fois dans le monde de l'agriculture, grande culture, mais aussi la viticulture. Ouais. Et quelque part, la politique agriculture durable, c'est se mettre en capacité de produire plus, mieux et de manière durable, en intégrant un certain nombre de nouvelles techniques agronomiques qui permettent de préserver la santé des sols notamment, et également de tenir compte des différentes ressources en eau, et essayer d'être plus frugaux dans l'utilisation des ressources. Alors il y a des défis aussi très concrets tels que la compétition internationale ou l'instabilité aussi des revenus pour nos agriculteurs. Oui, alors l'instabilité des revenus, elle est essentiellement liée au fait que nous sommes en agriculture sur des marchés mondiaux, et donc on doit faire face à cette variation de revenus. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est de permettre au modèle agricole français d'être résilient face aux différentes transformations, la transformation climatique qu'on ne peut nier aujourd'hui, mais aussi pour faire face à la compétition d'un certain nombre de grands pays exportateurs, type la Russie ou l'Ukraine par exemple. Oui, surtout en ce moment. L'agriculture durable, c'est une agriculture qui arrive à assembler tant la productivité, c'est-à-dire beaucoup produire pour pouvoir nourrir tout le monde, on le dit pour les auditeurs, être compétitif parce qu'il y a ce marché international, et puis aussi respecter l'environnement, c'est faisable quoi, les trois en même temps. Aujourd'hui, on a réussi à démontrer avec un certain nombre d'essais, de tentatives et d'expérimentations à assez grande échelle désormais, qu'on était capable, en réduisant un certain nombre d'intrants, qu'en transformant la manière de produire, on était capable de préserver la santé des sols et d'amener une résilience et une permanence dans la capacité de production, tout en assurant un niveau de revenu à l'agriculteur. Notre enjeu maintenant, c'est d'arriver à déployer cela à grande échelle sur de plus grandes surfaces et d'assurer un certain niveau de revenu à l'agriculteur dans cette phase de transition qui est toujours délicate. Oui, puis en ce moment, il y a des vraies questions qui se posent. Il faut adapter le modèle agricole au changement actuellement, et c'est pas toujours simple. Non, c'est pas toujours simple parce que, vous le savez tous, il y a une récolte par an en agriculture, il n'y en a pas plus. Ensuite, l'agriculture est très dépendante des problématiques climatiques. Une année trop de pluie, une année trop de soleil. Et pour ça, on est obligé de développer des techniques qui permettent d'assurer une meilleure résistance des différentes plantes à la maladie, au stress de tous ordres, hydrique ou au stress lié à des invasions d'insectes ou des choses de ce type-là. Et il y a des solutions. Aujourd'hui, on a des solutions, on l'a démontré techniquement grâce à nos différentes plateformes d'essai, et nous continuons de promouvoir avec l'aide des grands industriels clients ce type de méthode agricole qu'on appelle agriculture régénérative, et qui nous permettent aujourd'hui d'assurer un revenu aux agriculteurs. On a cette phase de transition qui est un petit peu difficile pour l'agriculteur pendant 3, 4, peut-être 5 ans, mais une fois que le système de culture est établi, on arrive à démontrer des choses solides. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour alimenter tout ça, vous proposez quand même la réalisation d'études de vulnérabilité. Dites-nous un petit peu plus là-dessus. Alors, la problématique à laquelle on est confronté, c'est comment est-ce qu'on prévoit ce qui va nous arriver. Et donc, ces études de vulnérabilité visent à, en fonction des régions et des productions, faire une analyse de risque. Serons-nous toujours capables de produire du blé dans telle région, de l'olivier dans telle autre, ou de la vigne dans certaines autres. Donc on travaille sur ces analyses-là pour voir à horizon plus ou moins long terme si on doit promouvoir des adaptations qui sont différentes de celles qui étaient prévues initialement. Et qui vont emmener aussi des innovations, on imagine. Qui vont emmener des innovations. Alors aujourd'hui, les innovations, elles sont beaucoup placées avec le digital sur la capacité d'optimiser et d'amener des solutions technologiques. On a aussi des innovations autour des différents intrants, en amenant des solutions techniques qui sont moins consommatrices de carbone ou qui sont moins utilisatrices de produits de synthèse. Et on a des innovations agronomiques qui nous permettent de cultiver différemment et peut-être parfois de revenir à des méthodes plus anciennes qui préservent la santé des sols.
par exemple aussi dans le type de méthode plus ancienne, j'ai envie de dire le circuit court, mais vous appelez ça, pardon, l'économie circulaire. Hein. Oui, alors l'économie circulaire couvre plusieurs choses. Elle couvre d'abord le fait qu'en agroalimentaire, on déteste le gaspillage. Donc en général, les modèles sont faits pour ne pas gaspiller. Quand on prend un moulin, par exemple, qui produit de la farine, rien ne se gaspille, tout est valorisé en alimentation humaine et en alimentation animale, par exemple. Et donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là pour améliorer les modèles économiques. Et ensuite, sur le circuit court, certaines cultures sont appropriées pour ça, d'autres pas, et on adapte en fonction des localités et des régions. Eh bien, merci beaucoup Olivier Clity pour votre engagement. Je rappelle que vous êtes directeur stratégie RSE et digital de InVivo Group et que finalement, ce que vous nous dites aujourd'hui, vous pouvez nous le redire pour terminer cet échange, l'agriculture durable, c'est possible et c'est notre avenir en fait. Alors l'agriculture durable, c'est possible, c'est notre avenir et encore une fois, produire plus, mieux et durable, aujourd'hui, nous avons les solutions pour le faire. Merci beaucoup Olivier Clity. Merci beaucoup de votre accueil. C'était excellent, merci beaucoup les filles, Laurie Perret, Nora Bussini. Laurie Perret, votre seule en scène, c'est À bientôt quelque part, c'est donc à Paris à l'Olympia. C'est un one-woman show, vous pouvez le dire. Hein. Ouais. C'est juste avec un E à la fin. C'est du stand-up avec de la musique. Ouais. Et alors donc Olympia les 29 et 30 novembre, et puis après il y a une grosse tournée. Non, on est sur la fin de la tournée. Vous êtes sur la fin. C'est les dernières dates. Il y a une grosse tournée, on a fait plus de 200 dates et là c'est les 10 dernières. Ouais. Ok, bah écoutez, on va venir vous voir, je vous le recommande à tous d'ailleurs. Et puis vous, Nora Bussini, votre livre qui nous interroge et que je recommande aussi fortement à tous d'ailleurs, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Les nouveaux antisémites en quête d'une infiltrée dans les rangs de l'ultra-gauche, c'est chez Albin Michel, prix de Garfort 2025 du Livre Politique. Bravo. Merci. Merci à toutes les deux. Merci. C'est excellent, c'est l'émission Qui crée le lien sur Sud Radio, c'est tous les dimanches à 19h. On se retrouve dès la semaine prochaine, sans oublier tous les samedis à 13h30, vous le savez, pour Parlons Femmes. Merci à Julien Delmas à la réalisation. Bisous, c'était excellent.